Le panneau indiquait « Personnel autorisé uniquement ». Mais je suis entrée quand même, persuadée que personne ne m'empêcherait de rendre visite à mon propre mari dans les bureaux où il avait bâti toute sa carrière. 32 ans de mariage me donnaient ce droit, ou du moins c'est ce que je croyais en traversant le hall de marbre de cet imposant immeuble de la Part-Dieu, sentant l'écho de mes pas résonner dans le silence corporatif d'un jeudi matin. Je m'étais réveillée avec un pressentiment étrange, une inquiétude que je ne parvenais pas à nommer, mais qui m'avait poussé à enfiler mon plus beau manteau bleu marine, à attacher soigneusement mes cheveux et à décider de faire cette visite surprise qu'Henri n'attendrait jamais. Il disait toujours que je n'avais pas besoin de venir à son travail, que cet environnement était trop stressant, rempli de réunions interminables et de pression constante. Mais ce matin-là, quelque chose en moi insistait pour que j'y sois, qu'une vérité m'attendait de l'autre côté de cette porte vitrée. Le vigile m'a arrêté avant que j'atteigne les ascenseurs. C'était un homme grand, uniforme impeccable, regard professionnel et légèrement blasé de quelqu'un qui voit des centaines de personnes chaque jour. J'ai expliqué poliment que j'étais l'épouse du directeur général, Henri Marenne, et que j'aimerais monter lui faire une surprise. Je m'attendais à un sourire, peut-être à un geste prévenant, à un appel rapide pour annoncer ma présence. Ce que j'ai reçu fut un silence gênant, suivi d'un regard qui a balayé mon visage, mon manteau simple, mon sac en cuir déjà usé par le temps, comme s'il évaluait si j'appartenais vraiment à cet endroit. Puis il a souri, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était le genre de sourire qui porte quelque chose de cruel, quelque chose qu'il savait et que j'ignorais, et cela m'a glacé de l'intérieur avant même qu'il n'ouvre la bouche. « Madame », a-t-il dit lentement, savourant presque chaque mot. Je vois sa femme tous les jours. J'ai cligné des yeux, ne comprenant pas totalement ce que cela signifiait, parce que c'était impossible, parce que j'étais l'épouse. Je l'avais toujours été, depuis le jour où nous nous étions mariés lors d'une petite cérémonie à Lyon, quand Henri n'était encore qu'un stagiaire rêveur et moi une jeune femme pleine d'espoir. Le vigile a dû percevoir ma confusion, car il a pointé du doigt la porte vitrée tournante sur ma gauche et a complété avec un calme assassin. « Là, regardez. Elle sort maintenant. » J'ai tourné la tête lentement, comme si mon corps savait que ce mouvement allait tout changer, et j'ai vu une femme sortir de l'ascenseur direction. Elle était grande, élégante, d'une manière que je n'ai jamais été, vêtue d'un trench-coat beige qui semblait tout droit sorti d'un magazine de mode, ses cheveux châtains parfaitement coiffés tombant sur ses épaules, maquillage discret mais impeccable. Elle portait un sac en cuir qui coûtait probablement plus que ce que je dépensais en vêtements durant toute une année. Elle a marché avec assurance jusqu'à la porte, où une Mercedes noire l'attendait, moteur en marche, chauffeur en costume tenant la portière arrière ouverte. Elle lui a souri, un sourire détendu, quotidien, de quelqu'un habitué à ce traitement, et elle est montée dans la voiture sans se presser. Le chauffeur a refermé la portière avec délicatesse, a contourné le véhicule et est parti, emmenant cette femme au loin pendant que je restais là, figée, tentant de traiter ce qui venait de se produire. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles, étouffant tous les autres sons autour de moi. J'ai sorti mon téléphone portable d'une main tremblante et j'ai appelé Henri. Il a répondu à la 3e sonnerie, voix calme, presque indifférente, comme s'il attendait un appel quelconque. « Allô, chérie ?» J'ai avalé ma salive, essayant de garder ma voix ferme. « Henri, où es-tu en ce moment ?» Il y a eu une pause brève, suivie de cette réponse qu'il répétait depuis des mois. Peut-être des années ? « En réunion, ma chérie. Ça va être long aujourd'hui. Ne m'attends pas pour dîner. » J'ai raccroché sans rien dire de plus. J'ai regardé le vigile, qui évitait maintenant mon regard, embarrassé, puis j'ai tourné les talons et je suis sortie de cet immeuble, les jambes flageolantes, comme si je laissais derrière moi non seulement un bâtiment, mais toute une vie que je croyais être la mienne. Le tramway de retour était bondé, mais je remarquais à peine les gens autour de moi. Je me suis assise près de la fenêtre et je suis restée à regarder les rues de Lyon défiler. Ces mêmes rues où j'avais marché tant de fois au fil des années, emmenant les enfants à l'école, faisant les courses au marché, attendant qu'Henri rentre tard le soir du travail, qui soi-disant consumait chacune de ces minutes. Combien de fois m'avait-il dit qu'il était en réunion alors qu'en réalité il était avec elle?
Combien de nuits avais-je préparé un dîner qui refroidissait sur la table pendant qu'il envoyait des messages disant que le travail était impossible, qu'il ne pouvait pas partir, que je devais comprendre. Et je comprenais. J'avais toujours compris. Parce que c'était ce que je faisais. C'était ce que j'avais toujours fait. Comprendre, soutenir, attendre, croire. Quand je suis arrivée à la maison, je suis entrée lentement. J'ai fermé la porte derrière moi et je m'y suis adossée un instant, respirant profondément. L'appartement était silencieux, exactement comme je l'avais laissé ce matin. La tasse de café d'Henri était toujours sur le plan de travail de la cuisine. Il était parti précipitamment, disant qu'il avait une réunion importante très tôt. Il avait embrassé mon front distraitement et était parti. J'ai pris cette tasse et je l'ai lavée avec soin, observant la mousse de savon s'écouler dans l'évier, et c'est alors que j'ai réalisé que mes mains tremblaient. Pas de nervosité, mais de colère. Une colère froide, calculée, qui grandissait en moi comme quelque chose qui avait dormi trop longtemps et se réveillait enfin. J'ai passé les jours suivants à observer tout avec un regard neuf. Chaque détail qui semblait normal auparavant prenait maintenant un sens différent. Le parfum inconnu qui imprégnait parfois ses chemises et qu'il disait appartenir à une collègue qui l'avait embrassé lors d'un déjeuner corporatif. Les messages qu'il effaçait rapidement quand j'entrais dans la pièce. Les week-ends corporatifs à Paris qui étaient devenus de plus en plus fréquents ces 2 dernières années. Les appels qu'il prenait dans le jardin, parlant à voix basse, toujours avec cette excuse qu'il s'agissait d'affaires confidentielles de l'entreprise. J'avais tout accepté, parce que la confiance c'était ça, ou du moins c'est ce que je croyais. Mais une confiance construite sur des mensonges n'est pas de la confiance, c'est juste de la naïveté déguisée en amour. Si vous m'écoutez en ce moment, si quelque chose dans mon histoire a touché quelque chose en vous, laissez un like pour que plus de personnes puissent trouver cette histoire. Écrivez dans les commentaires d'où vous me regardez, parce que savoir que je ne suis pas seule dans ce parcours me donne la force de continuer à raconter. Et si vous voulez suivre ce qui s'est passé ensuite, abonnez-vous à la chaîne, parce que cette histoire ne fait que commencer, et ce qui vient après a changé ma vie de manière que je n'aurais jamais imaginé possible. 1 semaine après ce matin dans l'immeuble, j'ai appelé ma fille Camille. Elle habitait à Villeurbanne, à quelques kilomètres de distance, travaillait comme professeure de littérature et avait toujours été la personne la plus sensée de la famille. Je lui ai demandé de venir me voir, sans donner trop de détails. Quand elle est arrivée, j'ai préparé du thé et nous nous sommes assises sur le balcon, d'où nous pouvions voir les toits de Lyon s'étendre sous le ciel gris d'automne. J'ai tout raconté. La visite au bureau, le vigile, la femme au trench-coat beige, l'appel à Henri, les mensonges accumulés. Camille m'a écouté en silence. Et quand j'ai terminé, elle a serré ma main et a dit simplement « Maman, tu mérites mieux que ça. » C'est elle qui a suggéré que nous consultions un avocat. Au début, j'ai résisté, parce que le divorce m'avait toujours semblé quelque chose de lointain de ma réalité, quelque chose qui arrivait à d'autres personnes, dans d'autres familles, mais pas dans la mienne. Mais Camille a été ferme. Tu as donné 32 ans de ta vie pour lui. Tu mérites de connaître la vérité et d'avoir tes droits protégés. 3 jours plus tard, nous étions dans le cabinet de Maître Dubois, un avocat spécialisé en droit de la famille, dans une rue tranquille, près de la place Bellecour. J'ai tout raconté à nouveau, chaque détail, chaque mensonge, chaque moment où j'ai perçu que quelque chose n'allait pas, mais que j'ai choisi d'ignorer. Il a tout noté attentivement et, à la fin, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Madame ma reine, vous n'avez pas besoin de continuer à être complice de votre propre malheur. Je suis rentrée chez moi avec un dossier rempli de documents et d'orientations. J'ai commencé à rassembler des preuves discrètement, des relevés bancaires qui montraient des dépenses étranges, des photos de voyage qu'Henri avait fait seul, mais que je soupçonnais maintenant de ne pas avoir été si solitaire, des messages que j'avais réussi à récupérer avant qu'il ne les efface complètement. Chaque découverte était un coup de poignard, mais elle était aussi libératrice. Parce que finalement je voyais toute la vérité, sans filtre, sans excuse, sans illusion. Henri est rentré tard ce vendredi-là, comme toujours. Il est entré par la porte en portant sa mallette en cuir, cravate desserrée, expression fatiguée de quelqu'un qui avait eu une journée épuisante.
Il m'a salué d'un baiser mécanique sur la joue et est allé directement dans la salle de bain. J'ai entendu la douche se mettre en marche, le bruit de l'eau frappant la cabine, et j'ai attendu. Quand il est sorti, portant son peignoir bleu foncé, il m'a trouvée assise à la table de la salle à manger, avec une bouteille de vin ouverte et 2 verres. Il a été surpris. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé, essayant de sourire. « Assieds-toi » ai-je répondu calmement. « Nous devons parler. » Il s'est assis, sans comprendre encore. J'ai servi le vin et j'ai poussé un verre dans sa direction. Puis, avec un calme que je ne savais même pas posséder, j'ai raconté que j'étais allé à son bureau, que j'avais vu la femme au trench-coat beige, que le vigile m'avait dit qu'il voyait l'épouse du directeur général tous les jours. Le visage d'Henri a changé progressivement, du désarroi à la pâleur, puis à la tentative désespérée de nier. « Chérie, c'est un malentendu. » J'ai levé la main, l'interrompant. « Ne mens plus, Henri. Je sais tout. » J'ai posé sur la table les documents que Maître Dubois avait préparés, les relevés bancaires, les messages récupérés, tout organisé dans une séquence chronologique qui racontait une histoire qu'il ne pouvait plus nier. Il a essayé de parler, mais les mots sont morts dans sa gorge. Puis, à ma surprise, il s'est mis à pleurer. Pas un pleur dramatique, mais des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage pendant qu'il regardait ses papiers, comme s'il voyait toute sa vie s'effondrer. Une partie de moi a eu pitié. Une partie de moi a voulu le consoler, comme je l'avais toujours fait au fil de toutes ces années. Mais une partie plus grande, plus forte, est restée ferme. « Je veux divorcer », ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé. « Je veux ma part de l'appartement, je veux une sécurité financière, je veux du respect. Tu peux garder ta maîtresse, ta carrière, tes mensonges, mais tu ne m'auras plus. » Henri a supplié, il a dit que c'était une erreur, qu'elle ne signifiait rien, qu'il m'aimait encore, que nous pourrions recommencer. J'ai tout écouté en silence, et quand il a terminé, j'ai simplement secoué la tête. « Tu ne m'aimes pas, Henri. Tu aimes l'idée de moi, la femme qui était toujours là, qui ne questionnait jamais, qui acceptait tout. Mais cette femme n'existe plus. » Les semaines qui suivirent cette conversation furent les plus étranges de toute mon existence. Henri resta dans l'appartement, mais nous vivions désormais comme 2 étrangers, partageant le même toit, évitant soigneusement de croiser nos regards, communiquant uniquement par messages brefs et notes laissées sur le comptoir de la cuisine. Il partait tôt le matin, avant même que le café ne soit prêt, et rentrait tard le soir, bien après l'heure du dîner. Et je me demandais s'il allait toujours la voir, cette femme au trench-coat beige qui avait occupé la place que je croyais être la mienne, ou si elle avait déjà été remplacée par une autre. Car maintenant je comprenais parfaitement qu'Henri était le genre d'homme qui ne supportait pas d'être seul, qui avait constamment besoin de quelqu'un pour nourrir son ego démesuré, pour lui dire qu'il était important, brillant, indispensable, extraordinaire. L'appartement était devenu un territoire divisé en zones invisibles, mais bien définies. Henri occupait la chambre d'amis au fond du couloir, celle qui avait autrefois servi de bureau et que nous avions aménagée pour les visites occasionnelles de Julien et sa famille. Je restais dans notre ancienne chambre conjugale, celle avec la grande fenêtre qui donnait sur les toits de Lyon et où j'avais passé tant de nuits à attendre qu'il rentre, fixant le plafond dans l'obscurité, me demandant pourquoi il était encore en retard, pourquoi il ne répondait pas à mes messages. Pourquoi je sentais ce vide grandissant entre nous que je refusais obstinément de nommer. Maintenant, dans ce même lit, je dormais seul mais étrangement plus sereinement qu'avant, comme si l'absence de mensonges créait paradoxalement plus de paix que sa présence mensongère. Maître Dubois avança rapidement avec les procédures, démontrant une efficacité qui me surprenait et me rassurait à la fois. Il obtint des relevés bancaires détaillés qui révélaient une vie parallèle dont l'ampleur me stupéfia. Des dîners dans des restaurants gastronomiques étoilés que nous n'avions jamais fréquentés ensemble. Des établissements dont les noms seuls évoquaient le luxe et l'exclusivité. Paul Bocuse, la Mère Brasier, des endroits où une seule bouteille de vin coûtait probablement plus que notre budget alimentaire hebdomadaire. Il y avait des réservations d'hôtels à Paris, au Bristol et au Meurice, à Bordeaux dans des châteaux viticoles, transformés en hôtels-boutiques, même à Nice dans des établissements en bord de mer, toujours pour 2 personnes, toujours dans des suites avec vue,
toujours aux dates où il me disait partir seul pour des séminaires professionnels obligatoires. Les achats de bijoux et de vêtements de luxe formaient une liste interminable qui me donnait la nausée. Des boucles d'oreilles chez Cartier, des sacs chez Louis Vuitton, des écharpes en soie chez Hermès, des robes de créateurs dont je ne connaissais même pas les noms. Chaque ligne de ces relevés bancaires racontait une histoire parallèle que j'ignorais totalement. Une vie qu'Henri menait dans l'ombre pendant que je l'attendais à la maison, préparant religieusement des repas qui refroidissaient sur la table, repassant méticuleusement des chemises qu'il portait pour impressionner quelqu'un d'autre, quelqu'un qui recevait les cadeaux, les attentions, les moments précieux que j'attendais en vain depuis des années. Maître Dubois me montra également des retraits d'espèces importants, réguliers, toujours le même jour du mois, qui suggéraient un arrangement financier dont je préférais ne pas imaginer tous les détails. Ces éléments constituent des preuves solides de dissimulation de revenus et de détournement d'actifs matrimoniaux, m'expliqua-t-il avec son professionnalisme habituel. Nous avons une base juridique très forte pour obtenir une compensation équitable, voire avantageuse. Compte tenu de la durée de votre mariage et de votre contribution non financière mais essentielle à sa carrière. Ces mots me réconfortaient, me donnèrent la sensation que justice pouvait être rendue, que ces années de sacrifice et de loyauté n'avaient pas été complètement vaines. Camille venait me voir presque quotidiennement, transformant ses visites en véritables bouées de sauvetage émotionnel. Elle m'apportait des plats cuisinés maison, sachant pertinemment que je n'avais plus d'appétit et que la simple idée de préparer un repas me semblait insurmontable, et elle restait assise avec moi pendant des heures interminables, parfois dans un silence confortable et complice. Parfois me racontant des anecdotes amusantes de ses élèves du lycée pour tenter de me distraire de mes pensées circulaires. Elle me parlait de Thomas, qui avait récité du Rimbaud avec un accent marseillais exagéré, de Sophie qui avait écrit une dissertation brillante sur Madame Bovary en établissant des parallèles avec les relations modernes, de ces petits moments de grâce pédagogique qui donnaient un sens à son travail. Mon fils Julien appela dès qu'il apprit la nouvelle par sa sœur, et sa voix tremblait d'une colère que je ne lui avais jamais entendue auparavant. « Papa a fait quoi ? Comment a-t-il pu te faire ça après tout ce que tu as sacrifié pour lui ?» Il voulait venir immédiatement de Grenoble, prendre quelques jours de congé, confronter son père dans ce qui promettait d'être une scène violente et cathartique, mais je l'en dissuadai fermement. « Ce n'est pas ta bataille, mon chéri, c'est la mienne, et je vais la mener exactement à ma façon, avec dignité et détermination. » Je sentais quelque chose de profondément nouveau grandir en moi, une force que je ne me connaissais pas, une détermination froide, presque impitoyable, de reprendre enfin le contrôle de ma propre existence, de ne plus être la spectatrice passive de ma propre vie. Un matin particulièrement gris de novembre, alors que je buvais mon café dans la cuisine en regardant la pluie marteler les fenêtres, Henri entra sans prévenir, le visage marqué par l'insomnie et ce qui ressemblait à plusieurs nuits sans sommeil réparateur. Il s'assit lourdement en face de moi sans demander la permission, geste qui en d'autres circonstances aurait été naturel mais qui maintenant me parut d'une audace déplacée. Et il commença à parler d'une voix rauque, comme s'il avait besoin impérieusement de se confesser, de déverser le poids écrasant de ses mensonges accumulés, de soulager sa conscience tourmentée aux dépens de la mienne. Il me raconta tout avec une précision douloureuse, comme s'il récitait une histoire qu'il avait répétée mentalement des dizaines de fois. La femme s'appelait Nathalie Mercier. Ils s'étaient rencontrés lors d'un séminaire d'entreprise à Paris, dans un grand hôtel près des Champs-Élysées, il y avait maintenant 3 ans de cela. Elle travaillait comme consultante en stratégie pour une firme internationale et était intervenue lors d'une conférence sur l'optimisation des processus financiers. Au début, m'assura-t-il, comme si cela changeait quoi que ce soit, ce n'était qu'une aventure passagère, quelque chose de physique et sans importance émotionnelle qu'il pensait pouvoir contrôler facilement, une parenthèse qui se refermerait d'elle-même. Mais cela avait progressivement évolué, s'était imperceptiblement transformé en une relation qu'il ne savait plus comment arrêter, dont il était devenu dépendant d'une manière qu'il ne comprenait pas lui-même. « Elle était différente », disait-il en évitant mon regard, fixant obstinément la table comme si les motifs du bois contenaient les réponses à ces questions existentielles. Elle s'intéressait à mon travail d'une manière que je n'avais jamais connue.
Elle comprenait les enjeux, les défis, elle posait des questions pertinentes. Je l'écoutais sans broncher, sentant une rage froide monter en moi. Ainsi donc, j'avais passé 32 ans à écouter ses histoires de bureau, à poser des questions sur ses projets, à célébrer ses succès, mais apparemment cela ne comptait pas parce que je n'avais pas de diplôme en finance, parce que je n'utilisais pas le jargon corporatif approprié, parce que j'étais simplement sa femme et non une collègue professionnellement impressionnante. Il continua son monologue auto-justificatif, m'expliquant qu'il m'aimait toujours d'une certaine manière, que notre mariage comptait encore à ses yeux, que je restais importante dans sa vie, mais ces mots sonnaient terriblement creux, comme une pièce de théâtre, jouée trop de fois par des acteurs fatigués qui ne croient plus à leur texte, sans la moindre conviction, sans la moindre authenticité. Il parlait de moments de faiblesse, de pression professionnelle intense, de besoin de validation, utilisant tout le vocabulaire psychologique moderne pour éviter de simplement dire la vérité, qu'il avait choisi son plaisir personnel au détriment de notre engagement, qu'il avait trahi systématiquement ma confiance pendant des années, qu'il m'avait traité comme une option secondaire, tout en profitant du confort et de la stabilité que je lui offrais quotidiennement. Je l'écoutais jusqu'au bout, sans l'interrompre une seule fois. Et quand il termina finalement son récit larmoyant, épuisé par son propre aveu, je posai ma tasse de café avec une lenteur délibérée sur la table. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. « Tu sais ce qui me fait le plus mal, Henri ?» dis-je finalement d'une voix calme, mais chargée d'une émotion contenue. « Ce n'est même pas que tu m'aies trompé pendant 3 ans. C'est que tu m'aies systématiquement traité comme si j'étais stupide, comme si j'étais incapable de remarquer quoi que ce soit. Toutes ces excuses pathétiques, ces mensonges si mal construits, ces réunions urgentes qui tombaient toujours exactement quand j'avais prévu quelque chose d'important. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais jamais rien, ou tu t'en fichais simplement parce que j'étais juste, là, toujours disponible, toujours compréhensive, toujours stupidement prête à croire tout ce que tu me racontais ? Il baissa les yeux, complètement incapable de répondre à ma question directe, et je sus avec une certitude absolue à cet instant précis que notre mariage était vraiment, définitivement terminé, pas seulement juridiquement sur des papiers d'avocat, mais émotionnellement, spirituellement, dans tous les sens qui comptaient réellement. Il n'y avait plus rien à sauver, plus rien à reconstruire, juste des ruines qu'il valait mieux abandonner pour pouvoir enfin construire quelque chose de nouveau. Les négociations pour le divorce furent étonnamment rapides, dépassant même les prévisions optimistes de Maître Dubois. Henri ne contesta rien, n'opposa aucune résistance, comme si une partie de lui reconnaissait implicitement qu'il n'avait aucun argument moral à faire valoir. Il accepta toutes mes conditions sans négocier. Je garderais l'appartement en pleine propriété, il me verserait une pension alimentaire confortable et pérenne qui me permettrait de vivre dignement sans jamais avoir à me soucier de questions financières, et nous diviserions équitablement toutes les économies substantielles accumulées pendant ces 32 années de mariage et d'efforts partagés. Enfin, théoriquement partagés. Maître Dubois me félicita chaleureusement pour avoir tenu bon pendant toute cette épreuve, pour avoir catégoriquement refusé de me contenter de moins que ce que je méritais légitimement. Beaucoup de femmes dans votre situation exacte acceptent des arrangements financiers médiocres par peur de l'avenir, par habitude de se sacrifier, ou simplement parce qu'elles veulent que ce cauchemar se termine rapidement. Vous avez choisi consciemment de vous battre pour votre dignité et votre sécurité. C'est non seulement admirable, mais également intelligent. Vous vous remercierez vous-même dans quelques années. Le jour où les papiers définitifs furent finalement signés dans le bureau notarial, chacun de nous assis d'un côté de la longue table en acajou. Henri partit immédiatement après sans même me regarder une dernière fois, et je me retrouvais seule dans l'appartement pour la toute première fois depuis qu'il avait définitivement déménagé ses affaires chez Nathalie quelques jours auparavant. Je marchais lentement, presque cérémonieusement, à travers chaque pièce de cet espace qui était maintenant entièrement mien, observant attentivement les espaces vides, là où ses vêtements avaient pendu, où ses livres professionnels avaient rempli des étagères entières, où ses affaires de toilette avaient encombré la salle de bain. Les murs semblaient plus spacieux maintenant, plus lumineux, comme si l'appartement lui-même respirait enfin librement, après des années de tension imperceptible mais constante.
J'ouvris toutes les fenêtres, en grand, pour laisser entrer l'air frais et vivifiant d'octobre, et je restai là immobile pendant de longues minutes, regardant Lyon s'étendre majestueusement devant moi dans toute sa splendeur automnale, les toits de tuiles rouges qui brillaient sous le soleil déclinant, les flèches élégantes des églises qui percèrent le ciel, la Saône qui serpentait paisiblement entre les collines couvertes de vignobles jaunissants. Je me sentais étrangement légère, presque euphorique, comme si un poids invisible mais écrasant avait été finalement retiré de mes épaules, comme si je pouvais enfin respirer pleinement après avoir retenu mon souffle pendant des années sans même m'en rendre compte. L'hiver arriva progressivement, transformant Lyon en une ville de nuances grises et de pluie persistante. Mais contrairement à ce que j'aurais pu imaginer, je ne me sentais absolument pas triste ou déprimée. Au contraire, je découvrais une beauté mélancolique profonde dans ces journées courtes et froides, dans le bruit apaisant de la pluie qui frappait rythmiquement contre les fenêtres, dans la chaleur réconfortante du thé que je buvais en lisant tranquillement près du radiateur, enveloppé dans un plaid moelleux. J'avais commencé à écrire régulièrement, quelque chose que je n'avais absolument jamais fait auparavant de toute mon existence, de courts textes introspectifs sur ma vie, mes pensées les plus intimes, mes réflexions approfondies sur ce que signifie vraiment le mariage au-delà des apparences sociales, l'amour authentique versus l'habitude confortable, la fidélité comme engagement mutuel et non comme obligation unilatérale. Ces textes naissaient spontanément, généralement tôt le matin quand la ville dormait encore et que je me retrouvais seule face à ma tasse de café fumant, ou tard le soir quand les lumières de Lyon scintillaient dans l'obscurité et que mes pensées devenaient plus claires, plus honnêtes. J'écrivais sur les petits signes que j'avais choisi d'ignorer pendant des années, sur cette capacité extraordinaire que nous développons toutes à nous mentir à nous-mêmes pour préserver une illusion de stabilité, sur la différence fondamentale entre être seul et se sentir seul dans un mariage qui n'existe plus que sur le papier. Camille lisait fidèlement chacun de mes textes et m'encourageait vivement à continuer cette démarche cathartique, affirmant qu'ils étaient profondément honnêtes et authentiquement touchants, qu'ils pourraient potentiellement aider d'autres femmes qui traversaient des situations douloureusement similaires à la mienne. Un jour de février particulièrement froid, où la neige tombait doucement sur les toits de Lyon, je reçus un appel complètement inattendu qui allait encore bouleverser ma perception de la situation. C'était Julien, et sa voix portait une hésitation inhabituelle qui me mit immédiatement en alerte. « Maman, j'ai quelque chose d'important à te dire, et je ne sais vraiment pas comment tu vas réagir à cette nouvelle. » Mon cœur se serra douloureusement dans ma poitrine. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore ?» Il marqua une longue pause pesante, puis lâcha finalement. Papa et Nathalie se sont séparés de manière assez brutale. Apparemment, elle l'a quitté définitivement il y a exactement 2 semaines. Il m'a appelé hier soir en pleine nuit, complètement effondré émotionnellement, sanglotant même, disant qu'il était désormais seul, qu'il avait tout perdu stupidement, qu'il voulait absolument te parler pour s'expliquer. Je restai silencieuse pendant un très long moment, digérant lentement cette information surprenante et toutes ses implications possibles. Une partie de moi, cette partie résiduelle qu'il avait sincèrement aimée pendant tant d'années et qui gardait encore quelques souvenirs précieux de notre jeunesse commune, ressentit une pointe fugace de compassion humaine pour sa souffrance. Mais une partie beaucoup plus sage, beaucoup plus forte, celle qui avait grandi et mûri à travers cette épreuve dévastatrice, savait exactement ce qui se passait réellement. Henri découvrait brutalement ce que c'était que d'être abandonné sans ménagement, trahi par quelqu'un en qui on avait placé sa confiance, remplacé facilement comme un objet dont on ne veut plus. « Qu'est-ce que tu lui as répondu exactement ?» demandai-je finalement d'une voix neutre, contrôlant soigneusement mes émotions. Je lui ai dit très clairement que c'était exclusivement à toi de décider si tu voulais lui parler ou non, que je ne me permettrais jamais de prendre cette décision à ta place. Mais maman, écoute-moi bien, promets-moi solennellement que tu ne le laisseras pas revenir dans ta vie juste parce qu'il est seul et profondément malheureux en ce moment. Tu mérites infiniment mieux que d'être un simple plan B, une solution de repli quand sa vie idéale s'effondre. Je souris doucement, profondément touché par la sollicitude protectrice de mon fils. « Ne t'inquiète pas du tout, mon chéri.
Je sais exactement ce que je vaux maintenant, et personne ne pourra plus me faire croire le contraire. Henri m'appela effectivement le soir même, à une heure tardive, où il savait probablement que je serais seule et peut-être plus vulnérable. Sa voix était méconnaissable, complètement brisée, saturée de remords et d'un désespoir qui semblait authentique, mais qui ne m'atteignait plus comme il l'aurait fait quelques mois auparavant. Il me raconta en détail comment Nathalie l'avait brutalement quitté pour un homme considérablement plus jeune qu'elle avait rencontré lors d'un voyage d'affaires à Londres, comment il se retrouvait maintenant seul dans un petit appartement impersonnel et glacial qu'il louait provisoirement près de la gare, comment il réalisait seulement maintenant, avec une clarté douloureuse, tout ce qu'il avait irrémédiablement perdu en me perdant, en détruisant consciemment notre famille, en sacrifiant 32 années de vie commune pour une illusion passagère. Il pleura ouvertement au téléphone, des sanglots entrecoupés qui auraient pu me bouleverser autrefois, mais qui maintenant me laissaient étrangement détachée, presque spectatrice d'une scène qui ne me concernait plus vraiment. Il me supplia pathétiquement de lui donner une seconde chance inespérée, répéta inlassablement qu'il avait été un imbécile aveugle, qu'il m'aimait vraiment et l'avait toujours aimé malgré les apparences, qu'il voulait désespérément reconstruire notre mariage exactement comme avant, retrouver cette vie stable et rassurante qu'il avait stupidement détruite de ses propres mains. Je l'écoutais patiemment jusqu'au bout sans l'interrompre une seule fois, lui accordant cette courtoisie finale, et quand il termina finalement son plaidoyer désespéré, épuisé par ses propres émotions, je pris une profonde respiration stabilisatrice. « Henri, dis-je avec un calme qui me surprit moi-même, je comprends parfaitement que tu souffres énormément en ce moment précis, et je ne nie pas que cette souffrance soit réelle pour toi. Mais tu dois absolument comprendre quelque chose de fondamental. Je ne suis plus du tout la femme docile et accommodante que tu as laissée derrière toi. Cette femme qui attendait patiemment ton retour chaque soir, qui pardonnait systématiquement tout sans poser de questions difficiles, qui croyait naïvement à tous tes mensonges les plus transparents. Elle n'existe tout simplement plus. J'ai complètement reconstruit ma vie sans toi, pierre par pierre, jour après jour. Et je suis authentiquement heureuse maintenant. Vraiment heureuse d'une manière que je n'avais peut-être jamais été même au début de notre mariage. Tu ne peux pas simplement revenir comme si de rien n'était, uniquement parce que ton autre relation n'a pas fonctionné comme tu l'espérais. Je ne suis pas une roue de secours qu'on sort du coffre quand on en a besoin. Il essaya désespérément de protester, d'argumenter qu'il avait profondément changé, qu'il était devenu quelqu'un de différent à travers cette épreuve, que cette expérience douloureuse lui avait ouvert les yeux sur ses véritables priorités. Mais je l'arrêtai fermement avant qu'il ne s'embarque dans un long discours que nous connaissions tous deux par cœur. Je te souhaite très sincèrement de trouver le bonheur quelque part, Henri, de construire une vie qui te satisfasse vraiment. Mais pas avec moi. Plus jamais avec moi. Ce chapitre de nos vies est définitivement, irréversiblement fermé. Je raccrochai doucement et éteignis immédiatement mon téléphone portable pour éviter toute tentative supplémentaire de contact. Pendant un long moment suspendu, je restais parfaitement immobile, assise dans le silence apaisant de mon salon faiblement éclairé par une seule lampe, sentant un mélange complexe d'émotions contradictoires mais gérables circuler en moi. Une certaine tristesse résiduelle pour ce qui aurait théoriquement pu être, si les choses avaient été différentes, un soulagement profond et libérateur pour ce qui était maintenant ma réalité quotidienne, et surtout une fierté immense, inébranlable, d'avoir eu la force morale et le courage de dire non catégoriquement, de choisir consciemment ma propre dignité plutôt que la facilité trompeuse du pardon automatique et sans condition. Camille me rendit visite dès le lendemain matin, ayant probablement senti intuitivement que j'avais besoin de sa présence, et je lui racontai l'intégralité de la conversation nocturne avec Henri sans omettre aucun détail significatif. Elle me serra longuement dans ses bras avec une intensité émotionnelle rare. « Je suis tellement incroyablement fière de toi, maman. Tu es littéralement devenue ma héroïne personnelle, l'exemple que je veux suivre dans ma propre vie. » Le printemps revint progressivement, apportant avec lui les cerisiers magnifiquement en fleurs le long des quais du Rhône et une lumière dorée particulière qui semblait promettre concrètement de nouveaux commencements, de nouvelles possibilités infinies. Je décidai de redécorer entièrement l'appartement,
de le transformer radicalement en quelque chose qui me ressemblait vraiment, authentiquement, pas un musée poussiéreux dédié à notre ancien mariage mort, mais un espace vivant, coloré, délibérément joyeux, rempli généreusement de plantes vertes luxuriantes, de livres empilés partout selon mes propres critères chaotiques, de mes propres œuvres d'art, encore imparfaites mais sincères, accrochées fièrement aux murs repeints. Je peignais maintenant très régulièrement, presque quotidiennement, surtout des paysages urbains de Lyon que je connaissais intimement. Les quais animés au lever du soleil, les ponts élégants se reflétant dans l'eau, les collines verdoyantes de Fourvière au coucher du soleil avec leurs couleurs changeantes. Mon professeur de peinture, un artiste local semi-retraité nommé Monsieur Lefort, disait avec enthousiasme que j'avais un véritable talent naturel pour capturer l'atmosphère particulière de la ville, que je devrais sérieusement envisager d'exposer publiquement mes œuvres dans une galerie locale, peut-être même de vendre certaines toiles à des amateurs d'art lyonnais. Un après-midi ensoleillé et doux, alors que je peignais tranquillement sur mon balcon en profitant de la température clémente, ma voisine du dessous, Madame Rousseau, que je connaissais vaguement depuis des années, monta spontanément me rendre visite avec un plateau de pâtisserie maison. C'était une femme élégante d'environ 70 ans, veuve depuis longtemps suite à un accident tragique, toujours impeccablement habillée et manifestement pleine d'esprit et de vivacité intellectuelle. Nous avions bavardé superficiellement et occasionnellement au fil des années, nous croisant dans l'escalier ou près des boîtes aux lettres, mais sans jamais vraiment approfondir notre connaissance mutuelle au-delà des politesses conventionnelles de voisinage. Elle s'assit confortablement sur une chaise de jardin et observa longuement ma peinture en cours avec une attention sérieuse et respectueuse. « C'est absolument magnifique, Élodie. Tu as vraiment trouvé ta voie créative. On le sent dans chaque coup de pinceau. » Nous parlâmes ensuite pendant des heures entières qui s'écoulèrent sans que nous en prenions conscience, de nos vies respectives avec leurs joies et leurs peines, de nos expériences parfois similaires, parfois radicalement différentes, de ce que signifiait concrètement vieillir en tant que femme dans un monde qui valorise encore trop souvent excessivement la jeunesse et la beauté superficielle au détriment flagrant de la sagesse accumulée et de l'expérience irremplaçable. Elle me raconta généreusement son propre parcours personnel, son mariage exceptionnellement heureux, mais tragiquement trop court avec un homme qu'elle avait profondément aimé, la solitude écrasante et paralysante après sa mort soudaine dans un accident de voiture, puis la découverte progressive, presque thérapeutique, qu'elle pouvait effectivement être heureuse seule, qu'elle n'avait pas nécessairement besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir complète et épanouie. Le secret fondamental, dit-elle pensivement en sirotant délicatement son thé au jasmin, c'est de comprendre profondément que tu es déjà naturellement entière en toi-même. Une autre personne peut certainement ajouter de la richesse à ta vie, enrichir considérablement ton expérience quotidienne, mais ne devrait jamais, absolument jamais, être la source unique de ton bonheur ou de ta valeur personnelle. Cela doit impérativement venir de toi-même, de ton propre centre. Ces paroles sages résonnèrent profondément en moi comme une confirmation venue de l'extérieur, validant et renforçant ce que j'avais péniblement appris au cours de cette année difficile mais fondamentalement transformatrice. Nous devînmes rapidement des amies authentiques, pas simplement des voisines polies, et je découvris en elle une alliée précieuse, quelqu'un qui comprenait intuitivement sans que j'aie besoin d'expliquer longuement, quelqu'un qui avait traversé ses propres tempêtes personnelles et en était ressortie plus forte, plus sage, plus elle-même. L'été arriva dans toute sa splendeur, chaud et intensément lumineux, transformant Lyon en une ville vibrante et joyeuse. Julien vint me rendre une longue visite avec sa femme Sophie et mes 2 adorables petits-enfants, Lucas qui avait maintenant 8 ans et Emma qui en avait 6. Nous passâmes des journées absolument merveilleuses ensemble, nous promenant longuement dans le parc de la Tête d'Or en admirant les animaux du zoo et les roseraies spectaculaires, mangeant des glaces artisanales le long des quais du Rhône en regardant les péniches passer, riant aux éclats devant les pitreries innocentes et attachantes des enfants qui découvraient la ville de leur grand-mère. Sophie me prit affectueusement à part un soir tranquille alors que nous préparions ensemble le dîner dans ma cuisine, coupant des légumes frais du marché et discutant de recettes familiales. « Élodie, je voulais te dire quelque chose d'important que je garde depuis longtemps. Je t'admire énormément,
vraiment du fond du cœur, pour ce que tu as accompli, pour la force que tu as démontrée. Beaucoup de femmes dans ta situation exacte seraient simplement restées par peur de l'inconnu, auraient passivement accepté la situation humiliante par pure habitude ou par crainte de l'instabilité financière. Mais toi, tu as courageusement choisi de te respecter toi-même avant tout. C'est un exemple extrêmement puissant pour Emma, pour toutes les femmes de notre famille, pour nous toutes, en réalité. L'automne revint avec sa palette de couleurs chaudes et mélancoliques, marquant presque exactement 1 an complet depuis cette matinée terrible et révélatrice où j'avais découvert la vérité dévastatrice sur mon mariage et sur l'homme avec qui j'avais partagé plus de 3 décennies de ma vie. Je me tenais debout sur mon balcon fraîchement repeint, regardant attentivement les feuilles tomber gracieusement des arbres dans un ballet naturel hypnotique, écoutant le bruit familier et rassurant de la ville en dessous avec ses klaxons lointains, ses conversations qui montaient par vagues, ses tramways qui passaient régulièrement, et je me sentais profondément différente, fondamentalement transformée d'une manière que je n'aurais absolument jamais cru possible, il y a seulement 12 mois. La douleur était toujours présente quelque part au fond de moi, enfouie dans les recoins les plus sombres de mon cœur, comme une cicatrice ancienne qui ne disparaîtrait jamais complètement, mais qui faisait désormais partie intégrante de mon histoire personnelle, mais elle ne me définissait plus du tout. Elle n'était plus le centre gravitationnel autour duquel tournait toute mon existence. J'étais maintenant quelqu'un d'autre, quelqu'un de considérablement plus fort et résilient, indéniablement plus sage et lucide, infiniment plus authentique et fidèle à moi-même. Je n'étais plus cette femme qui se contentait des miettes d'attention qu'on voulait bien lui accorder, qui vivait dans l'ombre des accomplissements de quelqu'un d'autre, qui mesurait sa propre valeur à travers le regard approbateur ou désapprobateur d'un homme. Mon club de lecture local, que je fréquentais assidûment depuis plusieurs mois maintenant, organisa une soirée thématique particulièrement spéciale où chaque membre devait courageusement partager une histoire personnelle significative, un moment de vie qui avait profondément changé sa trajectoire ou sa compréhension du monde. L'atmosphère était chargée d'une émotion palpable et respectueuse quand mon tour arriva finalement, après avoir écouté attentivement les récits bouleversants de plusieurs autres femmes. Je racontais mon expérience avec une honnêteté brute et sans phare, depuis cette matinée fatidique au bureau de Henri, où un simple vigile avait fait s'écrouler toute une construction mensongère, jusqu'à aujourd'hui où je me tenais devant elle comme une femme reconstruite, sans omettre aucun détail difficile ou humiliant, aucune émotion douloureuse ou déstabilisante, aucun moment de faiblesse ou de doute paralysant. Les femmes présentes dans ce petit salon chaleureux m'écoutèrent dans un silence total et absolu, certaines tenant leur tasse de thé suspendue à mi-chemin entre la table et leurs lèvres, d'autres se tenant les mains inconsciemment comme pour se donner mutuellement du courage, et quand je terminais finalement mon récit avec ma voix qui tremblait légèrement malgré mes efforts pour rester composée, plusieurs avaient des larmes silencieuses qui coulaient librement sur leurs joues. Une femme nommée Françoise, que je connaissais à peine au-delà de quelques conversations superficielles sur nos lectures communes, s'approcha immédiatement après avec une urgence visible et me serra très fort dans ses bras comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage. « Merci infiniment », murmura-t-elle avec une intensité émotionnelle qui me toucha profondément. Je vis quelque chose de terriblement similaire en ce moment même. Mon mari a une liaison que je soupçonne depuis des mois, mais que je n'arrive pas à confronter, et je ne savais vraiment pas si j'avais la force nécessaire de partir, de tout recommencer à zéro à mon âge. Ton histoire courageuse m'a donné exactement le courage dont j'avais désespérément besoin. Je réalisais pleinement à cet instant précis et bouleversant que ma souffrance personnelle avait finalement eu un sens profond au-delà de ma propre expérience, qu'elle pouvait concrètement servir à aider et encourager d'autres femmes à trouver leur propre force intérieure, leur propre voix authentique dans un monde qui tente souvent de les faire taire ou de minimiser leurs expériences. Cette prise de conscience fut comme une révélation lumineuse qui donna rétroactivement un nouveau sens à tout ce que j'avais traversé. Je commençai alors à écrire beaucoup plus sérieusement et régulièrement, avec une discipline quasi professionnelle, transformant méthodiquement mes notes personnelles fragmentaires en un récit beaucoup plus structuré et cohérent, un témoignage complet qui pourrait potentiellement être publié, largement partagé,
lu attentivement par d'autres femmes traversant des situations douloureusement similaires à travers toute la France. Camille, toujours ma plus fidèle supportrice et conseillère, me mit généreusement en contact direct avec une petite maison d'édition indépendante et respectée située dans le quartier historique de Lyon, qui se spécialisait précisément dans la publication de récits autobiographiques féminins authentiques et percutants. L'éditrice principale, une femme d'une 50aine d'années nommée Isabelle Moreau, avec des lunettes vintage et une présence intellectuelle impressionnante, lut attentivement mon manuscrit encore brut durant un week-end entier et me contacta immédiatement le lundi matin suivant avec un enthousiasme débordant et contagieux dans la voix. C'est exactement, mais alors exactement le genre d'histoire authentique et nécessaire dont nous avons cruellement besoin dans le paysage éditorial actuel. Votre témoignage est profondément authentique, sans jamais sombrer dans le misérabilisme facile, douloureusement honnête, mais simultanément plein d'espoir et de possibilités de renaissance. Je veux absolument le publier, et je pense sincèrement qu'il pourrait toucher un très large public. Le livre sortit finalement au printemps suivant, sous le titre volontairement simple et direct mais profondément évocateur, « La femme invisible ». La couverture sobre mais élégante montrait une silhouette féminine floue se tenant devant une fenêtre lumineuse, symbolisant parfaitement ce passage de l'invisibilité à la visibilité, de l'effacement à l'affirmation. Les critiques littéraires furent étonnamment positives et élogieuses, bien au-delà de mes espérances les plus optimistes, louant unanimement l'honnêteté brute et désarmante de mon témoignage, ainsi que sa résonance universelle qui transcendait largement mon cas particulier pour toucher quelque chose de profondément humain. Des femmes de toute la France et même de Belgique, de Suisse et du Québec m'écrivirent spontanément des lettres manuscrites ou des courriels émouvants, partageant généreusement leurs propres histoires personnelles de trahison conjugale, de redécouverte progressive de soi, après des années d'effacement, de courage tranquille mais inflexible face à l'adversité et au jugement social. Certaines de ces lettres me faisaient pleurer par leur vulnérabilité touchante. D'autres me remplissaient d'une fierté immense de faire partie d'une sorte de communauté invisible mais puissante de femmes qui refusaient de rester silencieuses. Je donnais des lectures publiques dans des librairies indépendantes de quartier, des bibliothèques municipales accueillantes, même dans un festival littéraire régional important, à Aix-en-Provence, où j'avais été invitée comme auteure émergente. Chaque fois, sans exception, je voyais ces visages attentifs et émus dans le public, principalement des femmes d'âge moyen et plus âgées, mais aussi quelques hommes sensibles et ouverts, qui hochaient lentement la tête en reconnaissant manifestement leur propre expérience douloureuse dans mes mots soigneusement choisis, qui se voyaient elles-mêmes reflétées dans mon histoire comme dans un miroir révélateur. Un jour mémorable, après une lecture particulièrement émouvante à la librairie, Raconte-moi la Terre dans le centre historique de Lyon. Une jeune femme d'environ 30 ans s'approcha timidement de moi, les yeux rougis et brillants. « Madame ma reine, je voulais absolument vous remercier personnellement et sincèrement. Mon mari me trompe ouvertement avec sa secrétaire. Je le sais avec certitude depuis plusieurs mois maintenant, mais je n'arrivais absolument pas à trouver la force nécessaire de faire quoi que ce soit de concret. Paralysée par la peur de l'échec, du jugement social, de l'instabilité financière. Votre livre m'a littéralement montré qu'il y a effectivement une vie possible après, qu'on peut non seulement simplement survivre, mais véritablement s'épanouir et se redécouvrir. J'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé la semaine prochaine. Elle avait les yeux brillants de larmes contenues, mais aussi une détermination nouvelle et palpable que je reconnaissais intimement. Parce que c'était exactement la même détermination farouche que j'avais moi-même ressentie dans le bureau austère de Maître Dubois lors de cette première consultation déterminante. Je la serrai longuement et chaleureusement dans mes bras, sentant son corps trembler légèrement. « Tu vas y arriver magnifiquement. C'est indéniablement difficile et parfois même douloureux, mais tu es infiniment plus forte que tu ne le penses actuellement. Tu le découvriras progressivement. » Henri essaya désespérément de me contacter à plusieurs reprises après la publication médiatisée du livre qui avait généré quelques articles dans la presse régionale.
Il laissa des messages vocaux pathétiques et larmoyants sur mon répondeur que je n'écoutais jamais jusqu'au bout, m'envoya des lettres manuscrites longues et confuses que je jetais sans les ouvrir complètement. Même des fleurs coûteuses, une fois accompagnées d'une carte manuscrite, toujours avec exactement le même message répétitif. Il voulait absolument me parler en personne, s'expliquer longuement, réparer miraculeusement les dégâts irréparables qu'il avait consciemment causés. Julien me rapporta confidentiellement qu'Henri avait été initialement furieux et humilié en découvrant l'existence du livre, se sentant exposé publiquement et jugé par toute la communauté lyonnaise, redoutant les regards et les commentaires de ses collègues et relations professionnelles. Mais sa colère défensive s'était apparemment transformée graduellement en une sorte de désespoir résigné et mélancolique quand il réalisa finalement avec certitude que je ne répondrais jamais à ses sollicitations répétées, que ce chapitre de ma vie était définitivement, irrévocablement fermé avec une clé jetée symboliquement dans la Saône. Je n'éprouvais aucune satisfaction particulière ou vindicative à savoir qu'il souffrait probablement, mais je ne ressentais plus non plus de compassion automatique ou de culpabilité paralysante comme cela aurait été le cas autrefois. Il était progressivement devenu un étranger complet, quelqu'un que j'avais intimement connu autrefois dans une autre vie, mais qui n'avait désormais plus aucune place légitime dans ma vie, présente réinventée. L'été de ma 5e année complète après le divorce officiel fut particulièrement magnifique et mémorable. Je voyageais en Italie avec Camille durant 3 semaines inoubliables, visitant méthodiquement Florence avec ses galeries d'art incroyables, Rome avec ses ruines majestueuses et sa vie nocturne vibrante, Venise avec ses canaux romantiques et ses places secrètes, nous perdant délibérément dans les ruelles étroites et pavées, dégustant méthodiquement des glaces artisanales dans chaque ville visitée, admirant respectueusement l'art Renaissance, dans des musées parfois poussiéreux, mais toujours magnifiques et spirituellement nourrissants. Nous parlions librement de tout et de rien, riant fréquemment comme des adolescentes insouciantes, redécouvrant la légèreté, profitant simplement intensément d'être ensemble sans contrainte ni obligation. 2 femmes pleinement indépendantes et assumées, explorant le monde exactement à leur propre rythme personnel. Un soir particulièrement magique, alors que nous dînions tranquillement sur une terrasse romantique, surplombant directement le Grand Canal à Venise, avec les gondoles glissant silencieusement en contrebas, Camille leva solennellement son verre de prosecco pétillant. « À toi, maman, à la femme la plus courageuse et inspirante que je connaisse, à celle qui m'a appris que recommencer est toujours possible. » Nous trinquâmes émotionnellement, et je sentis une gratitude immense et bouleversante pour cette fille extraordinaire qui m'avait inébranlablement soutenue dans mes moments les plus sombres et désespérés. De retour à Lyon bronzé et revigoré, je reçus une invitation complètement inattendue, mais profondément significative. Une association régionale de femmes victimes de violences conjugales et psychologiques, une organisation que je connaissais vaguement de nom, me demandait respectueusement de venir témoigner personnellement lors d'une grande conférence annuelle sur la résilience féminine et la reconstruction de soi après un traumatisme relationnel. J'acceptai immédiatement et sans hésitation, comprenant instinctivement que c'était exactement le genre d'engagement qui donnait un sens profond à tout ce que j'avais traversé. Le jour décisif de la conférence, je me retrouvais devant une salle immense et impressionnante, remplie de femmes de tous âges imaginables, certaines très jeunes, avec des visages encore marqués visiblement par la souffrance récente et la peur persistante, d'autres considérablement plus âgées, avec des regards déjà remplis progressivement d'espoir et de détermination reconstruite. Je leur racontais mon histoire complète avec la même honnêteté désarmante que dans mon livre, non pas comme une victime résignée cherchant passivement la pitié ou la sympathie, mais comme une survivante transformée, partageant généreusement les leçons durement apprises, les erreurs commises et reconnues, les victoires péniblement gagnées jour après jour. La chose la plus fondamentalement importante que j'ai apprise à travers cette épreuve dévastatrice, dis-je avec conviction, en conclusion de mon témoignage, ma voix portant dans toute la salle silencieuse, c'est que notre valeur intrinsèque ne dépend absolument pas de la façon dont quelqu'un d'autre nous traite ou nous perçoit. Pendant des années interminables, j'ai sincèrement cru que j'avais besoin de Henri pour être complète, que mon rôle exclusif d'épouse dévouée me définissait entièrement.
Mais la vérité libératrice, c'est que j'étais déjà parfaitement entière, même quand il me traitait quotidiennement comme si je ne l'étais pas. Vous êtes toutes déjà entières en ce moment même. Peu importe ce que quelqu'un vous a fait croire ou vous fait encore croire. Et une fois que vous comprenez vraiment, profondément cela, personne ne peut jamais vous le reprendre. L'applaudissement qui suivit fut extraordinairement long et chaleureux, résonnant dans toute la salle comme une vague puissante, et plusieurs femmes vinrent spontanément me parler longuement après, me remerciant avec émotion d'avoir mis des mots précis et libérateurs sur ce qu'elles ressentaient confusément, mais ne savaient pas exprimer clairement. Les années passèrent progressivement, chacune apportant invariablement de nouvelles expériences enrichissantes, de nouvelles amitiés profondes et authentiques, de nouveaux projets créatifs stimulants. Je publiai 2 autres livres complémentaires, tous 2 explorant des thèmes similaires de réinvention de soi et de découverte de sa propre force intérieure après un traumatisme relationnel. Je continuais fidèlement à peindre régulièrement, et j'eus même une petite exposition personnelle dans une galerie locale, réputée, qui fut étonnamment réussie commercialement et qui me valut quelques critiques élogieuses dans la presse culturelle locale. Mes petits-enfants grandirent rapidement, et je devins une présence constante et précieuse dans leur vie. La grand-mère qui racontait des histoires captivantes, qui écoutait attentivement sans jamais juger, qui montrait par son propre exemple vivant qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se réinventer, pour choisir sa propre voie. Un après-midi particulièrement froid d'hiver, alors que je marchais tranquillement le long de la Saône emmitouflé dans mon manteau préféré et mon écharpe colorée, je croisai Henri complètement par hasard près du pont Bonaparte. Il avait considérablement vieilli, les cheveux maintenant presque entièrement gris et clairsemés, le visage profondément marqué par les années et sans doute par les regrets accumulés, le dos légèrement voûté. Nous nous arrêtâmes tous les 2 simultanément, surpris et déstabilisés de nous retrouver face à face après tant de temps sans aucun contact. « Élodie, dit-il doucement avec une voix fatiguée, tu vas bien ?» Je souris naturellement, un sourire authentique et apaisé, totalement sans amertume résiduelle. « Oui, Henri, je vais très bien actuellement. Et toi ?» Il haussa les épaules avec résignation. « Je survis tant bien que mal. J'ai entendu parler de tes livres à succès, de ton exposition artistique, de tout ton succès mérité. Je suis sincèrement content pour toi. » Il y eut un silence prolongé, mais pas du tout inconfortable. Juste 2 personnes qui avaient autrefois intimement partagé une vie entière et qui maintenant étaient devenues des étrangers courtois. « Je voulais te dire quelque chose d'important, » continua-t-il en me regardant enfin directement dans les yeux. « Je sais parfaitement que c'est beaucoup trop tard, que ça ne change absolument rien à ce qui s'est passé. Mais je suis profondément désolée. Vraiment, sincèrement désolée. Tu méritais infiniment mieux que ce que je t'ai donné, que ce que je t'ai fait subir. » Je hochai calmement la tête, acceptant ces excuses tardives, non pas parce que j'en avais personnellement besoin pour avancer, mais parce que cela semblait manifestement important pour lui, pour sa propre paix intérieure. « Merci de le dire finalement, Henri. Je te souhaite très sincèrement d'être heureux. » Nous nous séparâmes naturellement, chacun continuant son propre chemin dans des directions littéralement opposées, et je réalisais avec une clarté parfaite que c'était exactement comme cela devait être, que nos chemins s'étaient définitivement séparés. Aujourd'hui, alors que j'approche sereinement de mes 60 ans, je regarde ma vie reconstruite avec une gratitude profonde et authentique. Oui, j'ai été cruellement trahi. Oui, j'ai intensément souffert. Oui, il y a eu des moments terribles où je pensais sincèrement que je ne m'en remettrais jamais. Mais cette trahison m'a paradoxalement forcé à me voir vraiment, à découvrir qui j'étais authentiquement au-delà de mon rôle d'épouse dévouée, de mère attentive, de femme qui existait principalement pour soutenir les rêves de quelqu'un d'autre. Elle m'a poussée à redéfinir ma propre valeur, à construire une vie qui me ressemble vraiment, à trouver ma propre voie dans un monde qui essaie souvent de nous faire taire. L'appartement où je vis maintenant est constamment rempli de lumière naturelle, de couleurs joyeuses, de vie authentique. Les murs sont généreusement couverts de mes peintures personnelles, les étagères débordent de livres que j'aime vraiment. La cuisine sent toujours délicieusement bon le café frais et les pâtisseries maison que je fais pour le pur plaisir, pas par obligation sociale.
Mes amis passent très régulièrement. Nous organisons des dîners conviviaux qui durent joyeusement tard dans la nuit, remplis de conversations profondes, de rires spontanés et de bons vins partagés. Cette histoire a commencé avec une plaque qui disait « Personnel autorisé uniquement » et un vigile qui m'a montré une femme que je ne connaissais pas, portant la vie que je pensais naïvement être la mienne. Mais elle se termine avec moi, debout fièrement sur mon propre balcon, regardant Lyon s'étendre majestueusement devant moi, sachant avec certitude absolue que je suis exactement là où je dois être, vivant exactement la vie que je mérite pleinement. La trahison de Henri ne m'a pas détruite, elle m'a paradoxalement libérée. Et pour cela, aussi étrange que cela puisse paraître, je lui suis presque reconnaissante. Parce que sans cette douleur, je n'aurais jamais découvert ma propre force. Sans cette fin, je n'aurais jamais eu ce nouveau commencement. Et ce commencement, cette vie que j'ai construite de mes propres mains, est plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer. Si vous avez écouté jusqu'à ces derniers mots, c'est que quelque chose dans mon histoire a résonné en vous. Peut-être une douleur familière, peut-être une question que vous vous posez depuis longtemps, peut-être simplement la reconnaissance de cette force que nous portons toutes, mais que nous doutons parfois de posséder. Je ne sais pas exactement ce qui vous a amené ici, mais je sais que maintenant, nous partageons ce moment de vérité, vous et moi, et cela crée un lien invisible mais bien réel. Dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir ce que vous avez ressenti en m'écoutant. Pas une réponse polie ou convenue, mais ce qui a vraiment bougé en vous. Auriez-vous fait le même choix que moi face à cette plaque, face à ce vigile, face à cette vérité qui détruit tout, mais qui libère aussi? Ou auriez-vous emprunté un autre chemin? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement votre vérité, et elle m'intéresse profondément parce qu'elle raconte qui vous êtes, ce que vous avez traversé, ce que vous avez appris en chemin. Dites-moi aussi d'où vous m'écoutez en ce moment même. De quelle ville, de quelle région, de quel pays votre voix me parvient-elle? Parce que savoir que mes mots voyagent jusqu'à vous, qu'ils franchissent des distances et touchent des cœurs dans des lieux que je ne connais peut-être jamais, cela donne un sens encore plus grand à tout ce que j'ai vécu. Chaque lieu que vous mentionnerez devient une partie de cette histoire collective que nous écrivons ensemble. Toutes ces femmes qui refusent de disparaître, qui choisissent de se tenir debout. Je sais que beaucoup parmi vous portent des histoires similaires, peut-être même plus lourdes que la mienne. Des années de silence, de compromis, de petites humiliations quotidiennes qu'on finit par trouver normales. Des moments où vous vous êtes demandé si vous aviez encore de la valeur, si vous méritiez mieux, si c'était trop tard pour changer. Si mon récit vous a touché, c'est peut-être parce que vous reconnaissez ces moments, parce que vous aussi avez dû choisir entre rester invisible ou enfin vous voir. Votre histoire compte autant que la mienne, et la partager dans les commentaires pourrait être exactement ce dont une autre femme a besoin aujourd'hui pour trouver son propre courage. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer à entendre ces voix qui refusent de se taire. Ces témoignages de femmes qui ont choisi la dignité, même quand c'était le chemin le plus difficile. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'ajouter un chiffre. Vous rejoignez une communauté silencieuse mais puissante, un espace où vos expériences sont valorisées, où votre âge n'est pas une limite, mais une richesse, où nous nous soutenons mutuellement à travers nos histoires partagées. Ce que j'ai appris et ce que j'espère transmettre à travers ces mots, c'est que recommencer n'appartient pas qu'à la jeunesse. La force de se réinventer, de dire non, de choisir sa propre liberté, elle n'a pas d'âge. Elle existe en vous maintenant, en ce moment précis, peu importe combien d'années se sont écoulées, peu importe combien de fois vous avez pensé qu'il était trop tard. Il n'est jamais trop tard pour devenir celle que vous auriez toujours dû être. Alors laissez votre trace ici. Commentez ce que vous ressentez vraiment, partagez votre propre parcours si vous en avez envie. Inscrivez-vous pour faire partie de cette grande conversation entre femmes qui ont vécu, qui ont souffert, qui ont survécu, qui ont choisi de vivre pleinement. Parce qu'ensemble, nous sommes bien plus que la somme de nos histoires individuelles. Ensemble, nous sommes la preuve vivante que la vie continue, que la joie revient, que nous méritons toutes d'être heureuses. Ensemble, nous sommes invincibles.